Comme ils trimèrent et prirent de la peine pour rentrer le foin. Mais leurs efforts furent récompensés car la récolte fut plus abondante encore qu'ils ne l'auraient cru. À certains moments, la besogne était tout à fait pénible. Les instruments agraires avaient été inventés pour les hommes et non pour les animaux. Et ceux-ci en subissaient les conséquences. Ainsi, aucun animal ne pouvait se servir du moindre outil qui l'obligeât à se tenir debout sur ses pattes de derrière. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvèrent le moyen de tourner chaque difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce du terrain et s'y entendaient à faucher et à rateler mieux que Jones et ses gens leur vie durant. Les cochons, à vrai dire, ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leur connaissance supérieure, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Malabar et Douce s'attelaient tout seuls au râteau ou à la faucheuse, et ils arpentaient le champ en long et en large, un cochon à leur trousse. Et chaque animal, jusqu'au plus modeste, besognait à faner et à ramasser le foin. Mais les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules. Et ainsi la fenaison fut achevée 2 jours plus tôt qu'au temps de Jones. Qui plus est, ce fut la plus belle récolte de foin que la ferme ait jamais connue. Et nul gaspillage, car poules et canards, animaux à l'œil prompt, avaient glané jusqu'au plus petit brin. Et pas un animal n'avait dérobé, ne fût-ce qu'une bouchée. Tout l'été, le travail progressa avec une régularité d'horloge. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui passait leur espérance. Tout aliment leur était plus délectable d'être le fruit de leurs efforts, car désormais, c'était là leur propre manger, produit par eux et pour eux, et non plus l'aumône accordée à contre-cœur d'un maître parcimonieux. Chacun d'eux reçut en partage une ration plus copieuse, et quoique encore peu expérimentés, ils eurent aussi des loisirs accrus. Oh, il leur fallut faire face à bien des difficultés. C'est ainsi que, plus tard dans l'année et le temps venu de la moisson, ils durent dépiquer le blé à la mode d'autrefois et, faute d'une batteuse à la ferme, chasser l'aglume en soufflant dessus. Mais l'esprit de ressource des cochons ainsi que la prodigieuse musculature de Malabar les tiraient toujours d'embarras. Malabar faisait l'admiration de tous. Déjà connu à l'époque de Jones pour son cœur à l'ouvrage, pour lors il besognait comme 3. Même certains jours, tout le travail de la ferme semblait reposer sur sa puissante encolure. Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé accord avec l'un des jeunes coqs pour qu'on le réveille 1 demi-heure avant tous les autres, et devançait l'horaire et le plan de la journée de son propre chef. Il se portait volontaire aux tâches d'urgence. À tout problème et à tout revers, il opposait sa conviction. « Je vais travailler plus dur ». Ce fut là sa devise. Toutefois, chacun œuvrait suivant ses capacités. Ainsi les poules et les canards récupérèrent 10 boisseaux de blé en recueillant les grains disséminés çà et là, et personne qui chaparda ou qui se plaignit des rations. Les prises de bec, bisbilles, humeur ombrageuse, jadis monnaie courante, n'étaient plus de mise. Personne ne tirait au flanc. Enfin, presque personne. Lubie, avouons-le, n'était pas bien matineuse, et se montrait encline à quitter le travail de bonne heure, sous prétexte qu'un caillou lui agaçait le sabot. La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était introuvable quand l'ouvrage requérait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour reparaître au repas, ou le soir après le travail fait, comme si de rien n'était. Mais elle se trouvait des excuses si excellentes et ronronnait de façon si affectueuse que ses bonnes intentions n'étaient pas mises en doute. Quant à Benjamin, le vieil âne, depuis la Révolution il était demeuré le même. Il s'acquittait de sa besogne de la même manière, lente et têtue, sans jamais renacler, mais sans zèle inutile non plus. Sur le soulèvement même et ses conséquences, il se gardait de toute opinion. Quand on lui demandait s'il ne trouvait pas son sort meilleur depuis l'éviction de Jones, il s'en tenait à dire « Les ânes ont la vie dure, aucun de vous n'a jamais vu mourir un âne ». Et de cette réponse sibylline, on devait se satisfaire. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit déjeuner, 1 heure plus tard que d'habitude. Puis c'était une cérémonie renouvelée, sans faute, chaque semaine. D'abord on hissait les couleurs,
Boule de Neige s'était procuré à la sellerie un vieux tapis de table de couleur verte qui avait appartenu à Mrs. Jones et sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Ainsi donc, dans le jardin de la ferme, tous les dimanches matins, le pavillon était hissé au mât. Le vert du drapeau, expliquait Boule de Neige, représente les verts pâturages d'Angleterre, la corne et le sabot, la future République, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnaient ensemble la grange. Là se tenait une assemblée qui était l'assemblée générale, mais qu'on appelait l'assemblée. On y établissait le plan de travail de la semaine, on y débattait et adoptait différentes résolutions. Celles-ci, les cochons les proposaient toujours. Car si les autres animaux savaient comment on vote, aucune proposition nouvelle ne leur venait à l'esprit. Ainsi, le plus clair des débats était l'affaire de Boule de Neige et Napoléon. Il est toutefois à remarquer qu'ils n'étaient jamais d'accord, quel que fût l'avis de l'un, on savait que l'autre y ferait pièce, même une fois décidé. Et personne ne pouvait s'élever contre la chose elle-même. D'aménager en maison de repos le petit enclos attenant au verger, un débat orageux s'ensuivit. Quel est, pour chaque catégorie d'animaux, l'âge légitime de la retraite ? L'assemblée prenait toujours fin aux accents de bêtes d'Angleterre, et l'après-midi était consacré aux loisirs. Les cochons avaient fait de la sellerie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et métiers, les techniques du maréchal ferrant ou celles du menuisier par exemple. À l'aide de livres ramenés de la ferme, Boule de Neige se préoccupait aussi de répartir les animaux en commissions, et sur ce terrain, il était infatigable. Il constitua pour les poules la commission des pontes, pour les vaches, la ligue des queues de vaches propres, pour les réfractaires, la commission de rééducation des camarades vivant en liberté dans la nature, avec pour but d'apprivoiser les rats et les lapins, et pour les moutons, le mouvement de la laine immaculée, et encore d'autres instruments de prophylaxie sociale, outre les classes de lecture et d'écriture. Dans l'ensemble, ces projets connurent l'échec. C'est ainsi que la tentative d'apprivoiser les animaux sauvages avorta presque tout de suite, car ils ne changèrent pas de conduite et ils mirent à profit toute velléité généreuse à leur égard. La chatte, fille de bonne heure, partit de la commission de rééducation, et pendant quelques jours, y montra de la résolution. Même, une fois, on la vit assise sur le toit, parlementant avec des moineaux hors d'atteinte. Elle leur exposait la bonne nouvelle. Tous les animaux sont désormais camarades. Aussi, tout moineau pouvait se percher sur elle, même sur ses griffes. Mais les moineaux gardaient leur distance. Les cours de lecture et d'écriture, toutefois, eurent un vif succès. À l'automne, il n'y avait plus d'illettrés, autant dire. Les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'intéressaient qu'aux 7 commandements. Edmé, la chèvre, s'en tirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire aux autres la lecture de fragments de journaux découverts aux ordures. Benjamin, l'âne, pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. « Que je sache, disait-il, il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. » Douce apprit toutes ces lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière des lettres A, B, C, D. Puis il fixait des yeux et, les oreilles rabattues et de temps à autre repoussant la mèche qui lui barrait le front, il faisait grand effort pour se rappeler quelle lettre venait après, mais sans jamais y parvenir. Bel et bien, à différentes reprises, il retint E, F, G, H, mais du moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes. À la fin, il décida d'en rester aux 4 premières lettres, et il les écrivait 1 ou 2 fois dans la journée pour se rafraîchir la mémoire. Luby refusa d'apprendre l'alphabet, hormis les 5 lettres de son nom. Elle les traçait fort adroitement, avec des brindilles, puis les agrémentait d'une fleur ou deux, et avec admiration en faisait le tour. Aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut aussi que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, étaient incapables d'apprendre par cœur les 7 commandements. Après mûre réflexion,
Boule de neige signifia que les 7 commandements pouvaient, après tout, se ramener à une maxime unique, à savoir 4 pattes, oui, 2 pattes, non. En cela, dit-il, réside le principe fondamental de l'animalisme. Quiconque en aurait tout à fait saisi la signification serait à l'abri des influences humaines. Tout d'abord, les oiseaux se rebuffèrent, se disant qu'eux aussi sont des 2 pattes. Mais Boule de neige leur prouva leur erreur, disant « Les ailes de l'oiseau, camarades, étant des organes de propulsion, non de manipulation, doivent être regardées comme des pattes. Ça va de soi. Et c'est la main qui fait la marque distinctive de l'homme, la main qui manipule, la main de malignité. » Les oiseaux restèrent quoi devant les mots compliqués de Boule de neige, mais ils approuvèrent sa conclusion. Et tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur la nouvelle maxime. 4 pattes, oui, 2 pattes, non. Que l'on inscrivit sur le mur du fond de la grange, au-dessus des 7 commandements et en plus gros caractères. Une fois qu'ils l'assurent sans se tromper, les moutons s'en éprirent, et c'est souvent que couchés dans les champs, ils bêlaient en chœur « 4 pattes, oui, 2 pattes, non !» Et ainsi, des heures durant, sans se lasser jamais. Napoléon portait aucun intérêt aux commissions de Boule de neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire pour les animaux déjà mûrs. Or, sur ces entrefaites, les 2 chiennes, Constance et Fleur, mirent bas, peu après la fenaison, donnant naissance à 9 chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère, disant qu'il pourvoirait personnellement à leur éducation. Il les remisa dans un grenier où l'on n'accédait que par une échelle de la sellerie, et les y séquestra si bien que bientôt tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. C'est que chaque jour le lait était mélangé à la pâtée des cochons. C'était le temps où les premières pommes commençaient à mûrir, et bientôt elles jonchaient l'herbe du verger. Les animaux s'attendaient au partage équitable qu'il leur semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la sellerie, au bénéfice des porcs. On entendit bien murmurer certains animaux, mais ce fut en vain. Tous les cochons étaient sur ce point entièrement d'accord, y compris Napoléon et Boule de neige. Et Brille-Babil fut chargé des explications nécessaires. Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme, que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi, camarades, que la science le démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir ? Jones reviendrait. Oui, Jones. Assurément, camarades. S'il était en effet quelque chose dont tous les animaux ne voulaient à aucun prix, c'était bien le retour de Jones. Quand on leur présentait les choses sous ce jour, ils n'avaient rien à redire. L'importance de maintenir les cochons en bonne forme s'imposait donc à l'évidence. Aussi fut-il admis, sans plus de discussion, que le lait et les pommes tombées dans l'herbe, ainsi que celle, la plus grande partie à mûrir encore, seraient prérogatives des cochons. À la fin de l'été, la nouvelle des événements avait gagné la moitié du pays. Chaque jour, Napoléon et Boule de neige dépêchaient des volées de pigeons voyageurs avec pour mission de se mêler aux autres animaux des fermes voisines. Pendant la plus grande partie de ce temps, M. Jones se tenait à Wellington, assis à la buvette du Lion Rouge, se plaignant à qui voulait l'entendre de la monstrueuse injustice dont il avait été victime quand l'avait exproprié une bande d'animaux de vrais propres à rien. Les autres fermiers, compatissant en principe, lui firent tout d'abord de médiocres secours. Au fond d'eux-mêmes, ils se demandaient s'ils ne pourraient pas tirer profit de la mésaventure de Jones. Par chance, les propriétaires des 2 fermes attenantes à la sienne étaient en mauvais termes et toujours à se chamailler. L'une d'elles, Foxwood, était une vaste exploitation mal tenue et vieux jeu. Pâturage chétif, haies à l'abandon, alliés envahissants. Quant au propriétaire, un monsieur Pilkington, gentleman farmer,
qui donnait la plus grande partie de son temps à la chasse ou à la pêche, suivant la saison. L'autre ferme, Pinchfield, plus petite mais mieux entretenue, appartenait à un monsieur Frédéric, homme décidé et retors, toujours en procès et connu pour sa dureté en affaires. Les deux propriétaires se détestaient au point qu'il leur était malaisé de s'entendre, fût-ce dans leur intérêt commun. Ils n'en étaient pas moins épouvantés l'un comme l'autre par le soulèvement des animaux, et très soucieux d'empêcher leurs propres animaux d'en apprendre trop à ce sujet. Tout d'abord, ils affectèrent de rire à l'idée de fermes gérées par les animaux eux-mêmes. Quelque chose d'aussi extravagant, on en verra la fin en une quinzaine, disaient-ils. Ils firent courir le bruit qu'à la ferme du manoir, les bêtes ne cessaient de s'entrebattre, et bientôt seraient acculées à la famine. Mais du temps passa, et les animaux à l'évidence ne mouraient pas de faim. Alors Frédéric et Pilkington durent changer de refrain. Cette exploitation n'était que scandale et atrocité. Les animaux se livraient au cannibalisme, se torturaient entre eux avec des fers à cheval chauffés à blanc. Ils avaient mis en commun les femelles. Voilà où cela mène de se révolter contre les lois de la nature. Malgré tout, on n'ajouta jamais vraiment foi à ces récits. Une rumeur gagnait même vague, floue et captieuse d'une ferme magnifique, dont les humains avaient été éjectés et où les animaux se gouvernaient eux-mêmes. Et au fil des mois, une vague d'insubordination déferla dans les campagnes. Des taureaux jusque-là dociles étaient pris de fureur noire. Les moutons abattaient les haies pour mieux dévorer les trèfles. Les vaches ruaient, renversaient les seaux, les chevaux se dérobaient devant l'obstacle, culbutant les cavaliers. Mais surtout, l'air et jusqu'aux paroles de bêtes d'Angleterre gagnaient partout du terrain. L'hymne révolutionnaire s'était répandu avec une rapidité stupéfiante. L'entendant, les humains ne dominaient plus leur fureur, tout en prétendant qu'ils le trouvaient ridicule, sans plus. Il leur échappait, disait-il, que même des animaux puissent s'abaisser à d'aussi viles bêtises. Tout animal surpris à chanter bête d'Angleterre se voyait sur le champ donner la bastonnade. Et pourtant, l'hymne gagnait toujours du terrain, irrésistible. Les merles le sifflaient dans les haies, les pigeons le roucoulaient dans les ormes. Il se mêlait au tapage du maréchal Ferrand comme à la mélodie des cloches, et les humains, à son écoute, dans leur fort intérieur, tremblaient comme à l'annonce d'une prophétie funeste. Au début d'octobre, une fois le blé coupé, mis en meule et en partie battu, un vol de pigeons vint tourbillonner dans les airs, puis, dans la plus grande agitation, se posa dans la cour de la ferme des animaux. Jones et tous ses ouvriers, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes de main de Foxwood et de Pinchfield, avaient franchi la clôture aux 5 barreaux et gagné la maison par le chemin de terre. Tous étaient armés de gourdins, sauf Jones, qui allait en tête, fusil en main. Sans nul doute, ils entendaient reprendre possession des lieux. À cela, on s'était attendu de longue date, et toutes les précautions étaient prises. Boule de Neige avait étudié les campagnes de Jules César dans un vieux bouquin découvert dans le corps du logis, et il dirigeait les opérations défensives. Promptement, il donna ses ordres, et, en peu de temps, chacun fut à son poste. Comme les humains vont atteindre les dépendances, Boule de Neige lance sa première attaque. Les pigeons, au nombre de 35, survolent le bataillon ennemi à modeste altitude et lâchent leurs fientes sur le crâne des assaillants. L'ennemi, surpris, doit bientôt faire face aux oies à l'embuscade derrière la haie qui débouche et charge. Du bec, elles s'en prennent au mollet. Encore ne sont cela qu'escarmouches et menues diversions. Bientôt d'ailleurs les humains repoussent les oies à grands coups de gourdin. Mais alors, Boule de Neige lance sa seconde attaque. En personne, il conduit ses troupes à l'assaut, soit Edmé, la chèvre blanche et tous les moutons. Et tous se ruent sur les hommes, donnant du boutoir et de la corne, les harcelant de toutes parts. Cependant, un rôle particulier est dévolu à l'âne Benjamin, qui tourne sur lui-même et de ses petits sabots décoche ruade après ruade. Mais une nouvelle fois, les hommes prennent le dessus grâce à leurs gourdins et à leurs chaussures ferrées. À ce moment, Boule de Neige pousse un cri aigu, signal de la retraite, et tous les animaux de tourner casaque, de fuir par la grande porte et de gagner la cour. Les hommes poussent des clameurs de triomphe, et croyant l'ennemi en déroute, ils se précipitent çà et là à ses trousses.
C'est ce qu'avait escompté Boule de Neige. Dès que les hommes se furent bien avancés dans la cour, à ce moment surgissent de l'arrière les 3 chevaux, les 3 vaches et le gros des cochons, jusque-là demeurés en embuscade dans l'étable. Les humains, pris à revers, voient leur retraite coupée. Boule de Neige donne le signal de la charge, lui-même fonçant droit sur Jones. Celui-ci, prévenant l'attaque, lève son arme et tire. Les plombs se logent dans l'échine de Boule de Neige et l'ensanglante. Et un mouton est abattu, mort. Sans se relâcher, Boule de Neige se jette de tout son poids, 120 kilos, dans les jambes du propriétaire exproprié qui lâche son fusil et va bouler sur un tas de fumier. Mais le plus horrifiant, c'est encore que Malabar, cabré sur ses pattes de derrière et frappant du fer de ses lourds sabots avec une vigueur d'étalon. Le premier coup arrivé sur le crâne expédie un palefrenier de Foxwood dans la boue, inerte. Voyant cela, plusieurs hommes se lâchent leurs gourdins et tentent de fuir. C'est la panique chez l'ennemi. Tous les animaux le prennent en chasse, le traquent autour de la cour, l'assaillent du sabot et de la corne, culbutant, piétinant les hommes. Et pas un animal qui, à sa façon, ne tienne sa revanche. Et même la chatte s'y met, bondissant du toit tout à traque sur les épaules d'un vacher. Elle lui enfonce ses griffes dans le cou, ce qui lui arrache des hurlements. Mais à un moment, sachant la voie libre, les hommes filent hors de la cour puis s'enfuient sur la route, trop heureux d'en être quitte à bon compte. Ainsi, à 5 minutes de l'invasion, et par le chemin même qu'ils avaient pris, ils battaient en retraite, ignominieusement. Un troupeau d'oies à leur chausse, leur mordant les jarrets et sifflant des huées. Plus d'hommes sur les lieux, sauf un, le palefrenier gisant la face contre terre. Revenu dans la cour, Malabar effleurait le corps à petits coups de sabot, s'efforçant de le retourner sur le dos. Le garçon ne bougeait plus. « Il est mort, » dit Malabar tout triste. « Ce n'était pas mon intention de le tuer. J'avais oublié les fers de mes sabots. Mais qui voudra croire que je ne l'ai pas fait exprès ?»« Pas de sentimentalité, camarade !» s'écria Boule de Neige, dont la blessure saignait toujours. « La guerre, c'est la guerre. L'homme n'est pas à prendre en considération que changer en cadavre. »« Je ne veux assassiner personne, même pas un homme, » répétait Malabar en pleurs. « Où est donc Edmé ?» s'écria quelqu'un. De fait, Edmé était invisible. Les animaux étaient dans tous leurs états. Avait-elle été molestée plus ou moins grièvement, ou peut-être même les hommes l'avaient-ils emmenée prisonnière ? Mais à la fin, on la retrouva dans son box, elle s'y cachait, la tête enfouie dans le foin. Entendant une détonation, elle avait pris la fuite. Plus tard, quand les animaux revinrent dans la cour, ce fut pour s'apercevoir que le garçon d'écurie, ayant repris connaissance, avait décampé. De nouveau rassemblés, les animaux, au comble de l'émotion, et à tue-tête, chacun racontait ses prouesses au combat. À l'improviste et sur le champ, la victoire fut célébrée. On hissa les couleurs, on chanta Bête d'Angleterre plusieurs fois de suite. Enfin, le mouton qui avait donné sa vie à la cause fut l'objet de funérailles solennelles. Sur sa tombe, on planta une aubépine. Au bord de la fosse, Boule de Neige prononça une brève allocution. Les animaux, déclara-t-il, doivent se tenir prêts à mourir pour leur propre ferme. À l'unanimité, une décoration militaire fut créée, celle de héros animal première classe, et elle fut conférée séance tenante à Boule de Neige et à Malabar. Il s'agissait d'une médaille en cuivre. En fait, on l'avait trouvée dans la sellerie, car autrefois elle avait servi de parure au collier des chevaux. Une autre décoration, celle de héros animal deuxième classe, fut à titre posthume décernée aux moutons. Longtemps on discuta du nom à donner au combat, pour enfin retenir celui de bataille de l'étable, vu que de ce point l'attaque victorieuse avait débouché. On ramassa dans la boue le fusil de M. Jones, or on savait qu'il avait des cartouches à la ferme. Aussi fut-il décidé de dresser le fusil au pied du mât, tout comme une pièce d'artillerie, et 2 fois l'an de tirer une salve, le 12 octobre en souvenir de la bataille de l'étable, et à la Saint-Jean d'été, jour commémoratif du soulèvement. L'hiver durait, et de plus en plus Lubie faisait des siennes. Chaque matin, elle était en retard au travail, donnant pour excuse qu'elle ne s'était pas réveillée et se plaignait de douleurs singulières en dépit d'un appétit robuste. Au moindre prétexte, elle quittait sa tâche et filait à l'abreuvoir pour s'y mirer comme une sotte. Mais d'autres rumeurs plus alarmantes circulaient sur son compte. Un jour, comme elle s'avançait dans la cour, légère et trottant menue, minaudant de la queue et mâchonnant du foin, Douce la prit à part. « Lubie, dit-elle, j'ai à te parler tout à fait sérieusement.
Ce matin, je t'ai vu regarder par-dessus la haie qui sépare de Foxwood la ferme des animaux. L'un des hommes de M. Pilkington se tenait de l'autre côté. J'étais loin de là, j'en conviens, mais j'en suis à peu près certaine, j'ai vu qu'il te causait et te caressait le museau. Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons, Luby ? Luby se prit à piaffer et à caracoler, et elle dit « Pas du tout, je lui causais pas, il m'a pas caressé, c'est des mensonges. » Luby, regarde-moi bien en face, donne-moi ta parole d'honneur qu'il ne te caressait pas le museau. Des mensonges, répéta Luby. Mais elle ne put soutenir le regard de Douce, et l'instant d'après fit volte-face et fila au galop dans les champs. Soudain, Douce eut une idée. Sans s'en ouvrir aux autres, elle se rendit au box de Luby et, à coups de sabot, retourna la paille. Sous la litière, elle avait dissimulé une petite provision de morceaux de sucre, ainsi qu'abondance de rubans de différentes couleurs. 3 jours plus tard, Luby avait disparu. Et 3 semaines durant, on ne sut rien de ses pérégrinations. Puis, les pigeons rapportèrent l'avoir vue de l'autre côté de Wellington, dans les brancards d'une charrette anglaise peinte en rouge et noir, à l'arrêt devant une taverne. Un gros homme, au teint rubicond, portant guêtre et culotte de cheval, et ayant tout l'air d'un cabaretier, lui caressait le museau et lui donnait des sucres. Sa robe était tondue de frais, et elle portait une mèche enrubannée d'écarlate. Elle avait l'air bien contente à ce que dirent les pigeons. Par la suite et à jamais, les animaux ignorèrent tous ses faits et gestes. En janvier, ce fut vraiment la mauvaise saison. Le froid vous glaçait les sangs. Le sol était dur comme du fer, le travail au champ hors de question. De nombreuses réunions se tenaient dans la grange et les cochons étaient occupés à établir le plan de la saison prochaine. On en était venu à admettre que les cochons, étant manifestement les plus intelligents des animaux, décideraient à l'avenir de toute question touchant la politique de la ferme, sous réserve de ratification à la majorité des voix. Cette méthode aurait assez bien fait l'affaire sans les discussions entre Boule de Neige et Napoléon, mais tout sujet prêtant à contestation les opposait. L'un proposait-il un ensemencement d'orge sur une plus grande superficie, l'autre immanquablement plaidait pour l'avoine, ou si l'un estimait tel champ juste ce qui convient aux choux, l'autre rétorquait betterave. Chacun d'eux avait ses partisans, d'où la violence des débats lors des assemblées. Boule de Neige l'emportait souvent, grâce à des discours brillants, mais entre-temps Napoléon était le plus apte à rallier le soutien des uns et des autres. C'est auprès des moutons qu'il réussissait le mieux. Récemment, ceux-ci s'étaient pris à bêler avec grand intérêt le slogan révolutionnaire « 4 pattes oui, 2 pattes non », à tout propos et hors de propos. Et souvent ils interrompaient les débats de cette façon. On remarqua leur penchant à entonner leurs refrains aux moments cruciaux des discours de Boule de Neige. Celui-ci avait étudié de près de vieux numéros d'un hebdomadaire consacré au fermage et à l'élevage, qu'il avait déniché dans le corps du bâtiment principal. Il débordait de projets, innovations et perfectionnements. C'est en érudit qu'il parlait ensilage, drainage des champs ou même scorise mécanique. Il avait élaboré un schéma compliqué et désormais les animaux déposeraient leurs fientes à même les champs, en un point différent chaque jour afin d'épargner le transport. Napoléon ne soumit aucun projet, s'en tenant à dire que les plans de Boule de Neige tomberaient en quenouille. Il paraissait attendre son heure. Cependant, aucune de leurs controverses n'atteignit en âpreté celle du moulin à vent. Dominant la ferme, un monticule se dressait dans un grand pâturage proche des dépendances. Après avoir reconnu les lieux, Boule de Neige affirma y avoir l'emplacement idéal d'un moulin à vent. Celui-ci, grâce à une génératrice, alimenterait la ferme en électricité. Ainsi, éclairerait-on écuries, étables et porcheries, et les chaufferait-on en hiver. Le moulin actionnerait encore un hache-paille, une machine à couper la betterave, une scie circulaire, et il permettrait la traite mécanique. Les animaux n'avaient jamais entendu parler de rien de pareil, car cette ferme vieillotte n'était pourvue que de l'outillage le plus primitif. Aussi écoutait-il avec stupeur Boule de Neige évoquant toutes ces machines mirifiques qui feraient l'ouvrage à leur place, tandis qu'il pèterait à loisir ou se cultiverait l'esprit par la lecture et la conversation. En quelques semaines, Boule de Neige mit définitivement au point ses plans.
La plupart des détails techniques étaient empruntés à 3 livres ayant appartenu à M. Jones. Un manuel du bricoleur, un autre du maçon, un cours d'électricité pour débutants. Il avait établi son cabinet de travail dans une couveuse artificielle aménagée en appentis. Le parquet lisse de l'endroit étant propice à qui veut dresser des plans, il s'enfermait là des heures durant. Une pierre posée sur les livres pour les tenir ouverts, un morceau de craie fixé à la patte, allant et venant, traçant des lignes, et de temps à autre poussant de petits grognements enthousiastes. Les plans se compliquèrent au point de bientôt n'être qu'un amas de manivelles et pignons, couvrant plus de la moitié du parquet. Les autres animaux, absolument dépassés, étaient transportés d'admiration. Une fois par jour, au moins, tous venaient voir ce qu'il était en train de dessiner, et même les poules et canards qui prenaient grand soin de contourner les lignes tracées à la craie. Seul Napoléon se tenait à l'écart. Dès qu'il en avait été question, il s'était déclaré hostile au moulin à vent. Un jour, néanmoins, il se présenta à l'improviste pour examiner les plans. De sa démarche lourde, il arpenta la pièce, braquant un regard attentif sur chaque détail. Il renifla, de dédain une fois ou deux. Un instant, il s'arrêta à lorgner le travail du coin de l'œil, et soudain, il leva la patte et, incontinent, compissa le tout. Ensuite, il sortit sans dire un mot. Toute la ferme était profondément divisée sur la question du moulin à vent. Boule de Neige ne niait pas que la construction en serait malaisée. Il faudrait extraire la pierre de la carrière pour en bâtir les murs, puis fabriquer les ailes. Ensuite, il faudrait encore se procurer des dynamos et des câbles. Comment ? Il se taisait là-dessus. Pourtant, il ne cessait d'affirmer que le tout serait achevé en un an. Dans la suite, il déclara que l'économie en main-d'œuvre permettrait aux animaux de ne plus travailler que 3 jours par semaine. Napoléon, quant à lui, arguait que l'heure était à l'accroissement de la production alimentaire. « Perdez votre temps, disait-il, à construire un moulin à vent et tout le monde crèvera de faim. » Les animaux se constituèrent en factions rivales, avec chacune son mot d'ordre. Pour l'une, « Votez pour Boule de Neige et la semaine de 3 jours », pour l'autre, « Votez pour Napoléon et la mangeoire pleine ». Seul Benjamin ne s'enrôla sous aucune bannière. Il se refusait à croire à l'abondance de nourriture comme à l'extension des loisirs. Moulin à vent ou pas, disait-il, la vie continuera pareille. Mal, par conséquent. Outre les controverses sur le moulin à vent, se posait le problème de la défense de la ferme. On se rendait pleinement compte que les humains, bien qu'ils eussent été défaits à la bataille de l'étable, pourraient bien revenir à l'assaut. Avec plus de détermination cette fois, pour rétablir M. Jones à la tête du domaine. Ils y auraient été incités d'autant plus que la nouvelle de leur débâcle avait gagné les campagnes, rendant plus récalcitrants que jamais les animaux des fermes. Comme à l'accoutumée, Boule de Neige et Napoléon s'opposaient. Suivant Napoléon, les animaux de la ferme devaient se procurer des armes et s'entraîner à s'en servir. Suivant Boule de Neige, ils devaient dépêcher vers les terres voisines un nombre de pigeons toujours accru afin de fomenter la révolte chez les animaux des autres exploitations. Le premier soutenait que, faute d'être à même de se défendre, les animaux de la ferme couraient au désastre. Le second, que des soulèvements en chaîne auraient pour effet de détourner l'ennemi de toute tentative de reconquête. Les animaux écoutaient Napoléon, puis Boule de Neige, mais ils ne savaient pas à qui donner raison. De fait, ils étaient toujours de l'avis de qui parlait le dernier. Le jour vint où les plans de Boule de Neige furent achevés. À l'assemblée tenue le dimanche suivant, la question fut mise en voie. Fallait-il ou non commencer la construction du moulin à vent ? Une fois les animaux réunis dans la grange, Boule de Neige se leva et, quoique interrompu de temps à autre par les bêlements des moutons, exposa les raisons qui plaidaient en faveur du moulin à vent. Puis Napoléon se leva à son tour. « Le moulin à vent, déclara-t-il, avec beaucoup de calme, est une insanité. » Il déconseilla à tout le monde de voter le projet. Et ayant tranché, il se rassit, n'ayant pas parlé 30 secondes, et tremblant, ne guère se soucier de l'effet produit. Sur quoi, Boule de Neige bondit. Ayant fait taire les moutons qui s'étaient repris à bêler, il se lança dans un plaidoyer d'une grande passion en faveur du moulin à vent. Jusque-là, l'opinion flottait, partagée en deux. Mais bientôt les animaux furent transportés par l'éloquence de Boule de Neige qui, en termes flamboyants, brossa un tableau du futur à la ferme des animaux. Plus de travail sordide.
plus d'échine ployée sous le fardeau. Et l'imagination aidant, Boule de Neige, loin désormais des hache-pailles et des coupes-betteraves, loua hautement l'électricité. Celle-ci, proclamait-il, actionnera batteuses et charrues, herses et moissonneuses lieuses. En outre, elle permettra d'installer dans les étables la lumière, le chauffage, l'eau courante, chaude et froide. Quand il se rassit, nul doute ne subsistait sur l'issue du vote. À ce moment, toutefois, Napoléon se leva, jeta sur Boule de Neige un regard oblique et singulier, et poussa un gémissement dans l'aigu que personne ne lui avait encore entendu pousser. Sur quoi, ce sont dehors des aboiements affreux, et bientôt se ruent à l'intérieur de la grange 9 molosses portant des colliers incrustés de cuivre. Ils se jettent sur Boule de Neige qui de justesse échappe à leur croc. L'instant d'après, il avait passé la porte, les chiens à ses trousses. Alors, trop abasourdis et épouvantés pour élever la voix, les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie pour voir la poursuite. Boule de Neige détalait par le grand pâturage qui mène à la route. Il courait comme seul un cochon peut courir, les chiens sur ses talons. Mais tout à coup, voici qu'il glisse, et l'on croit que les chiens sont sur lui. Alors il se redresse et file d'un train encore plus vif. Les chiens regagnent du terrain, et l'un d'eux, tout croc dehors, est sur le point de lui mordre la queue, quand de justesse il l'esquive. Puis, dans un élan suprême, Boule de Neige se faufile par un trou dans la haie, et on ne le revit plus. En silence, terrifiés, les animaux regagnaient la grange. Bientôt les chiens revenaient, et toujours au pas accéléré. Tout d'abord, personne ne soupçonna d'où ces créatures pouvaient bien venir, mais on fut vite fixé, car c'étaient là les 9 chiots que Napoléon avait ravis à leur mère, et élevés en secret. Pas encore tout à fait adultes, déjà c'étaient des bêtes énormes, avec l'air féroce des loups. Ces molosses se tenaient aux côtés de Napoléon, et l'on remarqua qu'ils frétillaient de la queue à son intention, comme ils avaient l'habitude de faire avec Jones. Napoléon, suivi de ces molosses, escaladait maintenant l'air surélevé du plancher d'où Sage l'Ancien, naguère, avait prononcé son discours. Il annonça que dorénavant, il ne se tiendrait plus d'assemblée du dimanche matin. Elle ne servait à rien, déclara-t-il. Pure perte de temps. À l'avenir, toute question relative à la gestion de la ferme serait tranchée par un comité de cochons sous sa propre présidence. Le comité se réunirait en séance privée, après quoi les décisions seraient communiquées aux autres animaux. On continuerait de se rassembler le dimanche matin pour le salut au drapeau, chanter Bête d'Angleterre et recevoir les consignes de la semaine. Mais les débats publics étaient abolis. Encore sous le choc de l'expulsion de Boule de Neige, entendant ces décisions, les animaux furent consternés. Plusieurs d'entre eux auraient protesté si des raisons probantes leur étaient venues à l'esprit. Même Malabar était désemparé à sa façon confuse. Les oreilles rabattues et sa mèche lui fouettait le visage. Il essayait bien de rassembler ses pensées, mais rien ne lui venait. Toutefois, il se produisit des remous dans le clan, même des cochons, chez ceux d'esprit délié. Au premier rang, 4 jeunes gorées piaillèrent leurs protestations et, dressés sur leurs pattes de derrière, incontinents, ils se donnèrent la parole. Soudain, menaçants et sinistres, les chiens assis autour de Napoléon se prirent à grogner, et les porcelets se turent et se rassirent. Puis ce fut le bêlement formidable du cœur de mouton. 4 pattes, oui, 2 pattes, non, qui se prolongea presque un quart d'heure, ruinant toute chance de discussion. Par la suite, Brille-Babil fut chargé d'expliquer aux animaux les dispositions nouvelles. « Camarades, disait-il, je suis sûr que chaque animal apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le camarade Napoléon, à qui va incomber une tâche supplémentaire. N'allez pas imaginer, camarades, que gouverner est une partie de plaisir. Au contraire, c'est une lourde, une écrasante responsabilité. De l'égalité de tous les animaux, nul n'est plus fermement convaincu que le camarade Napoléon. Il ne serait que trop heureux de s'en remettre à vous de toute décision. Mais il pourrait vous arriver de prendre des décisions erronées. Et où cela mènerait-il alors ? Supposons qu'après avoir écouté les billevesées du moulin à vent, vous ayez pris le parti de suivre Boule de Neige, qui, nous le savons aujourd'hui, n'est pas plus qu'un criminel. Il s'est conduit en brave à la bataille de l'étable, dit quelqu'un. La bravoure ne suffit pas, reprit Brille-Babil. La loyauté et l'obéissance passent avant tout.
Et pour la bataille de l'étable, le temps viendra, je le crois, où l'on s'apercevra que le rôle de Boule de Neige a été très exagéré. De la discipline, camarades. Une discipline de fer. Tel est aujourd'hui le mot d'ordre. Un seul faux pas et nos ennemis nous prennent à la gorge. À coup sûr, camarades, vous ne désirez pas le retour de Jones. Une fois de plus, l'argument était sans réplique. Les animaux, certes, ne voulaient pas du retour de Jones. Si les débats du dimanche matin étaient susceptibles de le ramener, alors qu'on y mette un terme. Malabar, qui, maintenant, pouvait méditer à loisir, exprima le sentiment général. Si c'est le camarade Napoléon qui l'a dit, ce doit être vrai. Et de ce moment, en plus de sa devise propre, je vais travailler plus dur. Il prit pour maxime, Napoléon ne se trompe jamais. Le temps se radoucissait, on avait commencé les labours de printemps, l'apprenti où Boule de Neige avait dressé ses plans du moulin avait été condamné. Quant au plan même, on se disait que le parquet n'en gardait pas de traces. Et chaque dimanche matin, à 10 heures, les animaux se réunissaient dans la grange pour recevoir les instructions hebdomadaires. On avait déterré du verger le crâne de Sage l'Ancien, désormais dépouillé de toute chair, afin de l'exposer sur une souche au pied du mât, à côté du fusil. Après le salut au drapeau, et avant d'entrer dans la grange, les animaux étaient requis de défiler devant le crâne, en signe de vénération. Une fois dans la grange, désormais, ils ne s'asseyaient plus, comme dans le passé, tous ensemble. Napoléon prenait place sur le devant de l'estrade en compagnie de Brille-Babil et de Minimus, un autre cochon fort doué, lui pour composer chansons et poèmes. Les 9 molosses se tenaient autour d'eux en demi-cercle, et le reste des cochons s'asseyait derrière eux. Les autres animaux leur faisaient face. Napoléon donnait lecture des consignes de la semaine sur un ton bourru et militaire. On entonnait Bête d'Angleterre, une seule fois, et c'était la dispersion. Le 3e dimanche après l'expulsion de Boule de Neige, les animaux furent bien étonnés d'entendre de la bouche de Napoléon qu'on allait construire le moulin. Napoléon ne donna aucune raison à l'appui de ce retournement, se contentant d'avertir les animaux qu'ils auraient à travailler très dur, et peut-être serait-il même nécessaire de réduire les rations. En tout état de cause, le plan avait été minutieusement préparé dans les moindres détails. Un comité de cochons constitué à cet effet lui avait consacré les 3 dernières semaines. Jointe à différentes autres améliorations, la construction du moulin devait prendre 2 ans. Ce soir-là, Brille-Babil prit à part les autres animaux, leur expliquant que Napoléon n'avait jamais été vraiment hostile au moulin. Tout au contraire, il l'avait préconisé le tout premier, et pour les plans dessinés par Boule de Neige sur le plancher de l'ancienne couveuse, il avait été dérobé dans les papiers de Napoléon. Bel et bien, le moulin à vent était en propre l'œuvre de Napoléon. Pourquoi donc, s'enquit alors quelqu'un, Napoléon s'est-il élevé aussi violemment contre la construction de ce moulin ? À ce point, Brille-Babil prit son air le plus matois, disant combien c'était astucieux de Napoléon d'avoir paru hostile au moulin. Un simple artifice pour se défaire de Boule de Neige, un individu pernicieux d'influence funeste. Celui-ci évincé, le projet pourrait se matérialiser sans entrave, puisqu'il n'en serait plus mêlé. C'est ce qu'on appelle la tactique. À plusieurs reprises, sautillant et battant l'air de sa queue et se plamant de rire, il déclara « De la tactique, camarades, de la tactique !» Ce mot laissait les animaux perplexes, mais ils acceptèrent les explications sans plus insister. Tant Brille-Babil s'exprimait de façon persuasive, et tant grognaient d'un air menaçant les 3 molosses qui se trouvaient être de sa compagnie.